Mon fils était dans le coma après un accident. Ma famille a refusé de m'aider. Mon frère m'a dit de me débrouiller seul. 18 jours plus tard, j'ai enterré mon fils. Une semaine après, mes parents sont revenus, mais une voiture arrivée derrière eux a fait pâlir mon père. L'hôpital m'a remis ses affaires dans un sac en plastique. Ils l'ont scellé au poste des infirmières et l'ont posé sur le comptoir comme un objet trouvé. Sa chemise, une seule basket, un bracelet de montre en silicone qu'ils avaient coupé à son poignet et plié à l'intérieur de la poche avant de son jean, si plat que ce n'était presque rien, une carte de sécurité plastifiée de la marina, le genre qu'ils distribuent au quai avant d'embarquer. Cédric l'avait pliée en 4 ce matin-là avant de quitter la maison, la fourrant dans sa poche et me disant qu'il la lirait sur l'eau comme une carte de sécurité en avion. Comme si tout était drôle, comme si un garçon de 16 ans avait tout le temps du monde pour apprendre tout ce qu'il n'avait pas encore eu le temps d'apprendre. J'ai gardé le sac sur la table de la cuisine pendant 3 jours après les funérailles avant de pouvoir l'ouvrir. Quand je l'ai finalement fait, j'ai mis la carte de sécurité dans le tiroir de mon bureau et je l'ai fermée sans la regarder à nouveau. Non pas parce que je ne pouvais pas la regarder, mais parce que je n'étais pas encore prêt à l'utiliser. Et dans mon travail, on ne ramasse pas un objet tant qu'on ne sait pas ce qu'on va en faire. Mon travail, celui que j'exerce depuis 9 ans chez un assureur maritime, consiste à tirer le fil des accidents. Chaque fois qu'un bateau coule, chaque fois qu'un jet ski percute un nageur dans une zone sans sillage, chaque fois qu'un navire de charter s'échoue en plein jour et que le propriétaire dit ne pas savoir comment c'est arrivé. Quelqu'un comme moi ouvre un dossier et commence à poser des questions auxquelles d'autres préféreraient ne pas répondre. Je retrace les historiques d'opérateurs, les registres de citations, les incidents antérieurs, les soumissions de références de caractère, les chaînes de licences commerciales. Je découvre ce qui s'est passé avant l'accident. Pas pendant, avant. C'est là que se trouve toujours la vraie histoire. Avant l'impact, avant l'appel, avant le sac en plastique sur le comptoir. Je suis bon dans mon travail. 9 ans, des centaines de dossiers. Pas un seul cas où la paperasse n'a pas dit plus que ce que les personnes impliquées étaient prêtes à dire. Je n'aurais jamais pensé devoir appliquer ce processus à ma propre famille. Si vous avez déjà consulté un registre public et trouvé la signature de votre propre père à un endroit où elle ne devrait pas exister, vous connaissez la qualité spécifique de ce silence. Pas de colère, pas de choc, quelque chose de plus froid et plus délibéré, comme une pièce où quelqu'un vient d'éteindre le chauffage et où les murs n'ont pas encore rattrapé. Je suis resté avec ce silence pendant environ 60 secondes la première fois que je l'ai trouvé. Je les ai comptés, puis j'ai continué à travailler. Et si vous voulez comprendre comment un homme se retrouve dans un dossier réglementaire fédéral lié à la mort de son propre petit-fils par le biais d'un document qu'il a choisi de signer, restez avec moi. Je vais rendre compte de chaque élément. L'appel est arrivé un mardi après-midi de mai. J'étais à mon bureau, terminant des notes sur un dossier de subrogation, quand mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Léna. Elle n'appelait presque jamais pendant la journée de travail. J'ai répondu à la 2e sonnerie. Elle a prononcé le nom de Cédric. Elle a dit le lac. Elle a dit ambulance. Sa voix avait une qualité que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Pas de panique, pas de pleurs. Quelque chose de plus plat et de plus effrayant que les deux. J'avais mes clés en main avant qu'elle ne finisse de parler. Cédric était sorti sur l'eau ce matin-là avec un homme nommé Stanislas Dupont. Stanislas exploitait un bateau de plaisance depuis une marina à 40 minutes de notre maison. Mon frère Félix avait offert à Cédric ce qu'il appelait une expérience d'équipage pour son prochain anniversaire. Coordonnant la sortie par l'intermédiaire de mon père Raymond, mon père avait directement transmis le plan à Cédric et l'avait présenté comme un cadeau. J'étais au courant du voyage depuis 2 semaines. Je n'avais pas fait d'objection car personne ne m'avait donné de raison de le faire. Cette dernière phrase est celle que j'ai le plus ressassée au cours des mois suivants. Je n'avais aucune raison d'objecter car personne ne m'en avait donné. Ce n'était pas un accident. À l'hôpital, le médecin traitant m'a dit que Cédric avait subi une lésion cérébrale traumatique lorsque le bateau avait heurté à grande vitesse une balise de chenal partiellement immergée. L'impact l'avait projeté contre la coque. Il était resté dans l'eau pendant environ 4 minutes avant que Stanislas ne le sorte. Il respirait à l'arrivée des ambulanciers. Il était dans le coma au moment où ils sont arrivés aux soins intensifs. Je me suis assis dans le couloir sur une chaise en plastique et j'ai appelé mon père. Ça a sonné 4 fois. Ma mère, Géraldine, a répondu. Je lui ai dit ce qui s'était passé.
Je lui ai dit que j'avais besoin d'eux à notre maison ce soir-là pour garder Pénélope et Milo, 9 et 7 ans, parce que Léna et moi ne quitterions pas l'hôpital et qu'il n'y avait personne d'autre. Géraldine a dit, oh, Dorian, une pause. Qui a duré plusieurs secondes de plus qu'elle n'aurait dû. Nous avons déjà des projets pour le week-end. Votre père a le dîner du Rotary vendredi et nous avons les Henderson samedi. Nous supposions que Cédric serait rentré à la maison d'ici là et il est dans le coma. Maman, une autre pause. Laissez-moi parler à votre père. Elle est revenue dans 3 minutes. La réponse était non. Ils étaient désolés. Ils ont dit que le personnel de l'hôpital nous aiderait. Ils ont dit qu'ils nous appelleraient pour prendre des nouvelles. J'ai appelé Félix immédiatement après. Il a répondu à la première sonnerie. Ouais, j'ai entendu. Il a dit, c'est dur. J'ai besoin que tu gardes les enfants ce soir. Je n'ai personne d'autre. Je ne peux pas tout laisser tomber, Dorian. J'ai le magasin. Ton neveu est dans le coma. Je sais, mec. Je suis désolé, mais tu vas devoir te débrouiller tout seul. Tu y arrives toujours. Il a raccroché. Je veux décrire ce que ça a fait. Pas la colère, parce que ça est venu plus tard, mais la qualité spécifique de se tenir dans un couloir d'hôpital avec les systèmes de ventilation qui bourdonnent au-dessus, d'entendre une tonalité là où aurait dû être la voix d'un frère. Et de comprendre avec une clarté totale que vous êtes seul d'une manière que vous ne vous étiez pas permis de mesurer auparavant. Cette compréhension ne vous secoue pas. Elle s'installe en vous et y reste. J'ai appelé notre voisine Béatrice Aubert. 61 ans, institutrice à la retraite, elle connaissait Pénélope depuis sa naissance. Béatrice est venue dans l'heure. Elle est restée 11 jours. Je l'ai payé 1400 € parce qu'elle n'accepterait pas cela comme un cadeau, seulement comme un arrangement équitable, et je respectais cela chez elle. C'est Béatrice qui a dit à Pénélope et Milo ce qu'elle pouvait leur dire avec des mots honnêtes sans être plus qu'un enfant ne pouvait supporter. C'est elle qui a fait manger Milo au petit déjeuner les matins où il disait qu'il n'avait pas faim. C'est elle qui s'est assise devant la porte de Pénélope la 3e nuit quand Pénélope a pleuré pour la première fois depuis l'accident et n'est pas entrée. Elle s'est juste assise contre le mur dans le couloir et est restée jusqu'à ce que ça s'arrête. Elle ne m'a rien demandé de tout cela. Elle a juste géré et m'a dit plus tard brièvement pour que je le sache. Je l'ai payé 1400 € et ce n'était pas assez. Puis nous savions tous les deux que. Elle ne l'a pas dit. Moi non plus. Certaines dettes n'ont pas de nombre. J'ai failli rappeler mes parents cette nuit-là. J'avais le numéro de mon père à l'écran. Je l'ai tenu pendant 40 secondes. Puis j'ai mis le téléphone dans ma poche. Non pas parce que j'étais trop blessé pour parler, mais parce que quelque chose dans la forme du refus était faux. Le dîner du Rotary, les Henderson. La précision plate de ces excuses produites trop rapidement pour une famille qui venait d'apprendre que leur petit-fils était dans le coma. Les gens surpris cherchent de l'aide. Les gens qui gèrent déjà une distance cherchent de la logistique. J'avais passé 9 ans à apprendre à lire l'espace entre une histoire et un dossier. Je suis Dorian. Ce que je vais vous raconter a mis 18 jours pour atteindre son pire point et une semaine de plus après cela pour atteindre le moment où une voiture s'est arrêtée derrière mes parents sur mon perron et le visage de mon père est devenu de la couleur du vieux béton. Je ne vais rien précipiter car la chronologie est la preuve. 18 jours. Je ne vais pas décrire le temps à l'hôpital comme une atmosphère. Je veux vous dire ce qui s'est réellement passé pendant ces 18 jours car les détails sont toute l'histoire. Pénélope est venue à l'hôpital 2 fois. Elle a apporté un dessin du lac, pas l'accident, juste l'eau, un soleil, un quai, et un bonhomme allumette étiqueté Cédric debout au bout. Elle l'a scotché au rebord de la fenêtre à côté de son lit avec 2 bandes de sparadrap qu'une infirmière lui avait données. Elle ne comprenait pas pleinement pourquoi Cédric ne bougeait pas. Je lui ai dit qu'il se reposait d'une manière qui prend du temps. Elle a accepté cette réponse avec le pragmatisme d'une enfant de 9 ans qui a appris que les adultes donnent parfois des réponses incomplètes pour des raisons qui ne sont pas méchantes. Milo a refusé de venir du tout. Il s'asseyait sur le perron chaque soir quand je rentrais me doucher et me changer, et il posait la même question à chaque fois. Est-il réveillé? Je disais toujours, pas encore. Le 11e jour, il a arrêté de demander. Il me regardait juste quand je passais le portail. Voir un enfant de 7 ans absorber quelque chose pour lequel il n'a pas encore de mots est l'une des choses les plus difficiles à laquelle une personne peut assister.
Mes parents ont appelé 5 fois en 18 jours. Mon père a appelé 2 fois et a dit la même phrase les 2 fois, tenez-nous au courant. Ma mère a appelé 3 fois et a demandé une fois des nouvelles de la salle d'attente familiale de l'hôpital et 2 fois si les médecins étaient bons. Félix a envoyé un message texte. Pas de ponctuation, pas de suivi, un seul message texte en 18 jours pour un neveu allongé dans le coma. Le 14e jour, Olivier Renaud est venu à l'hôpital sans appeler. Olivier est mon supérieur direct au cabinet, 61 ans, le genre d'homme qui a appris que la présence compte plus que le langage. Il est resté dans la salle d'attente pendant 4 heures. Il a apporté 2 cafés. Il n'a presque rien dit pendant tout ce temps. À un moment donné, quelque part dans la 3e heure, il a dit « Dites-moi ce dont vous avez besoin ». J'ai dit « Je ne savais pas encore ». Il a hoché la tête et a fini son café. Quand les heures de visite se sont terminées, il s'est levé et a posé une main sur mon épaule pendant environ 3 secondes. Puis il est parti. C'était exactement le bon dosage. Le 18e jour, un mardi matin, le neurologue a demandé à rencontrer Léna et moi. Nous le savions d'après le ton du personnel infirmier à notre arrivée. Nous le savions probablement depuis dimanche. L'activité cérébrale avait diminué depuis le 12e jour. La blessure n'était pas compatible avec la survie. Il n'y avait plus de décision à prendre qui changerait le résultat. Nous lui avons tenu les mains. Cédric est décédé à 11h07 du matin. Il avait 16 ans, 4 mois et 9 jours. Il pesait 67 kg. Il avait un pli au menton qui venait de mon côté de la famille et une façon de rire qui commençait lentement et arrivait tout d'un coup. Il prévoyait d'obtenir son permis de conduire en octobre. Il avait 47 € d'économisés dans un bocal sur sa commode pour une paire d'écouteurs qu'il recherchait depuis 3 semaines. Il avait une discussion de groupe avec 4 amis à qui il écrivait tous les jours. Il avait un professeur d'histoire qu'il aimait, le seul dont il parlait volontairement au dîner. Il avait une habitude quand il réfléchissait, il tapotait 2 doigts contre sa jambe sans savoir qu'il le faisait et je le voyais et savais qu'il ne fallait rien lui demander pendant quelques minutes. Il n'avait jamais lu une carte de sécurité de bateau de sa vie et il ne l'aurait jamais fait et c'était une chose que j'aimais chez lui. Il pensait que la sécurité était quelque chose qui arrivait aux autres. Il avait 16 ans. Il était censé penser cela. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Mes parents sont venus. Félix est venu. Ils se sont tenus à la tombe avec des expressions composées. Je me suis tenu en face d'eux et j'ai senti quelque chose de froid s'installer au fond de ma poitrine. Pas du chagrin. Le chagrin était déjà partout et n'avait pas besoin d'un emplacement spécifique. C'était la question qui attendait dans la poche de mon manteau depuis la nuit des appels téléphoniques, attendant suffisamment de lumière pour la lire. Mon père a essayé de me prendre à part après le service. Il a posé sa main sur mon bras et a commencé. « Dorian, nous voulons que tu saches. »« Pas aujourd'hui, » ai-je dit. Il a hoché la tête. Il a eu l'air soulagé. Il n'aurait pas dû. Je suis retourné au travail 3 jours après les funérailles. Je sais ce que ça sonne. Il ne s'agissait pas de productivité. Il s'agissait du fait que le chagrin sans direction se tourne vers l'intérieur et cesse d'être utile. J'avais passé 9 ans à apprendre à donner une direction aux choses. Quand je suis entré au bureau ce jeudi matin, Olivier a levé les yeux de son écran, n'a rien dit et est retourné à son travail, ce qui était exactement ce dont j'avais besoin. Je me suis assis à mon poste de travail. J'ai ouvert la base de données des incidents maritimes de la garde côtière, la même que j'accède chaque semaine via le même identifiant professionnel que j'utilise depuis 9 ans. J'ai tapé le nom de Stanislas Dupont. Je veux être précis sur ce que je faisais. Je n'opérais pas en dehors de mon autorité. Je ne faisais rien que je ne fasse pas régulièrement. J'ouvrais un dossier comme j'ouvre chaque dossier, en appliquant le même accès professionnel à la base de données que je suis autorisé et sous contrat à utiliser. La seule différence était la personne concernée par le dossier. La citation est apparue sur la 2e page des résultats. 8 mois avant l'accident, Stanislas Dupont avait reçu une citation officielle de la garde côtière pour exploitation imprudente d'embarcation, vitesse excessive dans une zone sans sillage désignée. Non-respect d'une veille appropriée et quasi-collision avec un kayakiste sur une voie navigable publique. 2 témoins distincts avaient déposé des déclarations à l'époque. La citation avait été traitée et inscrite au registre réglementaire. Son permis d'exploitation avait été signalé pour un examen officiel de licence.
Voici l'élément structurel qui compte. Un examen de licence de la garde côtière, une fois initié, dure 30 jours et peut entraîner une suspension ou une révocation. Pendant la période d'examen, un opérateur peut soumettre des références de caractère. Si une documentation suffisante est fournie, l'agent examinateur a la discrétion de suspendre la suspension en attendant une audience de réexamen. Cette discrétion est réelle et a été exercée dans des dizaines de cas que j'ai personnellement examinés en 9 ans de travail. L'examen de licence de Stanislas a été initié en décembre. L'examen a été suspendu en janvier. J'ai récupéré le dossier de soumission de référence de caractère. C'est un registre public accessible à tout enquêteur travaillant sur un cas impliquant cet opérateur. J'ai récupéré des centaines de ces dossiers. Je sais exactement ce que je lis quand j'en ouvre un. La lettre faisait une page. Elle décrivait Stanislas Dupont comme un opérateur d'embarcation responsable et expérimenté, de bonne réputation communautaire. Elle déclarait que la citation était incompatible avec les antécédents établis de l'opérateur et demandait au conseil d'examen des licences de prendre en considération ses contributions à la communauté nautique locale avant de procéder à la suspension. Le langage était mesuré, confiant et clairement écrit par quelqu'un qui comprenait le résultat qu'il demandait. En bas, au-dessus de la date du 14 janvier, se trouvait une signature. Raymond Dubois, nom imprimé et signature, tous deux de mon père. Je suis resté avec cela pendant 60 secondes. Je les ai comptés. Puis j'ai ouvert le registre des SARL de l'État et j'ai tapé « HB Dupont Watercraft ». La société est apparue en 4 secondes. Une société à responsabilité limitée enregistrée 14 mois avant l'accident. Membre gérant, Félix HB 60%, partenaire Stanislas Dupont 40%. La société détenait un contrat commercial avec une chaîne de marina régionale pour la location d'équipements et le stockage saisonnier. Le barème des taux contractuels joints au dossier d'enregistrement évaluait l'arrangement à 340 000 € par an. Un opérateur agréé est une exigence contractuelle pour un accord de location de marina commerciale. Sans un opérateur agréé au dossier d'exploitation, la SARL ne peut pas exécuter le contrat. La licence de Stanislas était la base opérationnelle entière de l'entreprise de Félix. Mon père a écrit la lettre qu'il a maintenue sous licence. Le revenu annuel de 340 000 € de mon frère en dépendait. J'ai failli m'arrêter là. J'en avais assez pour agir. 9 ans de travail sur le terrain m'ont appris que le moment où l'on a l'impression d'en avoir assez est précisément le moment où l'on ralentit et où l'on cherche la pièce que l'on n'a pas encore trouvée. Car il y a toujours une pièce de plus et c'est toujours celle qui explique tout ce qui l'a précédé. Je suis retourné dans le dossier de référence de caractère et j'ai vérifié la date de soumission par rapport à la chronologie complète du processus d'examen. La division des licences de la garde côtière avait envoyé à Stanislas Dupont un avis officiel en décembre indiquant que l'examen se poursuivrait sans référence de caractère à moins qu'une ne soit soumise avant le 31 janvier. Cet avis faisait partie du dossier réglementaire. Il faisait partie du registre public. Mon père a reçu une copie de cet avis. Son nom est apparu sur la liste de distribution car il avait été enregistré comme contact de référence de caractère lors du dépôt initial de l'examen. Il savait que l'examen était actif avant d'écrire la lettre. Il a reçu une notification écrite que la suspension se poursuivrait sans sa soumission. Il a tout de même soumis, 14 jours avant la date limite. Il n'a pas écrit cette lettre par ignorance. Il l'a écrite en sachant exactement ce qu'elle empêcherait. J'ai récupéré le dossier de correspondance de la SARL commerciale du registre de partenariat de la Marina, un ensemble de documents standards dans les cas de licence commerciale accessible via le portail réglementaire. Dans une chaîne de mails entre Stanislas et Félix datée de 5 semaines avant l'accident, il y avait une discussion sur le calendrier de la saison d'exploitation printanière. La réponse de Félix incluait une ligne. Papa gère la coordination Cédric. Ce devrait être le 9. Mon père a organisé le voyage. Il a coordonné la sortie. Il a appelé son petit-fils de 16 ans et lui a dit d'être à la Marina le 9 mai. Il savait qui était Stanislas Dupont. Il avait lu l'avis d'examen officiel. Il avait vu la citation. Et 4 mois après avoir signé une lettre le qualifiant d'opérateur responsable et expérimenté, il a mis Cédric sur son bateau. Je n'ai pas bougé pendant un moment après avoir lu cette ligne. Le bureau autour de moi avait ses bruits habituels. Quelqu'un dans le couloir en communication. Le système de ventilation faisant ce qu'il fait toujours. Olivier tapant à son bureau à 12 mètres.
Olivier est venu me trouver vers 16 heures. Il a regardé mon écran. Puis il m'a regardé. Tu montes le dossier, a-t-il demandé. Oui. Il est retourné à son bureau. Il n'a pas demandé de détails. Il n'a pas offert de commentaires. C'est à cela que ressemble un bon mentor. J'ai passé les 2 jours suivants à monter le dossier comme je monte chaque dossier. Chronologique, sourcé, recoupé. Rien n'est inclus que je ne puisse indiquer dans un registre public ou une base de données professionnelle. Registre des citations. Lettre de référence de caractère. Chronologie du conseil d'examen et liste de distribution. Enregistrement de la SARL avec un barème de taux contractuel annuel de 340 000 €. Chaîne de mai. Chaque pièce tirée grâce à un accès professionnel. Chaque article numéroté en 9 ans de travail sur les réclamations. J'ai monté des dossiers sur des étrangers, sur des corporations, sur des stratagèmes de fraude à l'assurance impliquant des bateaux valant plus que ma maison. J'ai monté des dossiers sur des opérateurs qui ont menti aux enquêteurs, sur des propriétaires qui ont mis en scène des accidents pour l'argent, sur des entreprises qui ont enterré des dossiers de sécurité pour protéger leurs primes. Je n'ai jamais une seule fois monté un dossier et ressenti autre chose qu'une concentration professionnelle. Parce que le dossier n'est pas personnel. Le dossier n'est que ce qui s'est passé. Ce dossier était différent. Non pas parce qu'il me rendait plus en colère ou plus prudent. Parce que chaque page que j'imprimais était une chose que je n'avais pas su. Une décision qui avait été prise en mon absence, un risque qui avait été accepté au nom de mon fils par des gens qui n'avaient pas le droit de l'accepter. Chaque page imprimée était une version de la même découverte. Il savait et il n'a rien dit. Et maintenant Cédric est dans un cercueil fermé et Raymond Dupont est sur mon perron et me dit que ce n'était que de la paperasse. Le tableau financier est clairement exposé. La SARL HB Dupont Watercraft génère 340 000 € par an en vertu du contrat de la Marina. La part de 40% de Stanislas s'élevait à 136 000 €. La part de 60% de Félix s'élevait à 204 000 €. La signature de mon père sur une lettre d'une page a rendu tout cela possible. Béatrice Aubert, qui a fait le travail que mes parents ont refusé de faire, a reçu 1 400 € de ma part sur 11 jours parce qu'elle ne l'accepterait pas autrement. Ces chiffres figurent dans le même dossier. Je les y ai mis exprès, pas pour un juge, pour que je puisse tout voir en un seul endroit et comprendre exactement ce que vaut une signature pour les gens qui m'ont élevé. Le 6e jour après les funérailles, j'ai appelé Ingrid Soulier. Je lui avais référé 2 cas auparavant au fil des ans. Elle traite les réclamations pour négligence maritime et les litiges de licence. Je lui ai dit que j'avais besoin de la rencontrer. Elle a dit, venez vendredi matin. J'ai posé le dossier sur son bureau dans l'ordre où je l'avais monté. Elle a lu chaque page sans parler. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux. Il a organisé le voyage lui-même, a-t-elle dit. Oui, et la lettre de recommandation est datée après l'avis d'examen officiel. 14 jours après, une pause. Elle a de nouveau regardé le dossier. Je peux déposer une plainte civile pour négligence contre Stanislas Dupont devant le tribunal de comté et une plainte officielle auprès de la division des licences de la garde côtière citant la citation antérieure, l'irrégularité de la référence de caractère et le lien avec la SARL commerciale. Elle a posé la lettre. Le nom de votre père apparaîtra dans le dépôt de la garde côtière en tant que fournisseur de référence de caractère. C'est un registre réglementaire public. Je sais qu'il n'est pas défendeur, mais son nom et sa signature sont attachés à la plainte. Je comprends ce que cela signifie. Elle a tendu la main vers un bloc-notes. C'était vendredi. Samedi matin, je l'ai appelé et lui ai demandé de venir chez moi le lendemain à midi. Je lui ai dit que mes parents arriveraient et que j'avais besoin de sa présence. Elle a dit qu'elle serait là. Ils sont montés par l'allée comme des gens qui avaient décidé quelque part sur le chemin que la conversation se déroulerait comme ils l'avaient prévu. Mon père dans sa chemise à col bleu marchant d'un pas mesuré comme il marche toujours, comme si le sol devait confirmer son poids avant qu'il ne s'engage pleinement dans un pas. Ma mère derrière lui, les mains jointes devant elle. Arborant l'expression qu'elle utilise pour les funérailles et les rendez-vous avec des gens qu'elle considère socialement inférieurs à elle mais à qui elle doit parler quand même. Les yeux doux, les lèvres légèrement pincées, l'air d'une femme se préparant à recevoir de l'émotion de quelqu'un qu'elle s'attend à toujours pouvoir gérer. J'étais assis sur les marches du perron quand ils sont passés le portail. Je ne me suis pas levé. Raymond s'est arrêté au pied des marches.
Il s'est éclairci la gorge. Dorian, nous sommes venus parler de tout. Je n'ai rien dit. Il a monté une marche. Je sais que nous aurions dû être plus flexibles quand tu as appelé cette nuit-là. Ta mère et moi avons tous les deux dit que nous aurions dû réorganiser les choses. Il a fait une pause, a regardé au-delà de moi vers la porte. Pouvons-nous entrer? Non. Il a déplacé son poids. Géraldine a émis un petit son derrière lui. Dorian, la voix de ma mère, prudente et exercée. Nous sommes toujours tes parents. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce que nous t'aimons et nous n'allons pas rester sur un perron. Pouvons-nous avoir une conversation en famille, s'il vous plaît? Nous en avons une. J'ai dit, c'est à cela que ça ressemble maintenant. Puis Raymond a fait la chose qui m'a tout dit sur ce qu'il portait depuis les 2 derniers mois. Sa voix a baissé. Il a regardé la balustrade du perron plutôt que moi et a dit, j'ai aussi besoin de te dire quelque chose avant que tout cela n'aille plus loin. Je savais qu'il y avait eu un problème avec le dossier de Stanislas, un incident sur l'eau. Félix m'a dit que ce n'était que de la paperasse de licence administrative. Il a dit que c'était en cours et que ce n'était rien de grave. Je n'ai pas pensé. Il s'est arrêté. Je veux que tu saches que je n'ai jamais compris toute l'étendue de la chose. Il confessait avant que je ne lui montre un seul document. C'est ce que 2 mois apporter une chose fait à une personne. Au moment où il croit que vous pourriez détenir tout le poids de la chose, il cherche la version plus légère de l'histoire avant que vous ne puissiez déposer la vôtre. Je l'ai laissé finir. Il a ajouté que Félix avait caractérisé la citation comme une infraction mineure, qu'il n'avait aucune raison de croire que Stanislas était un danger, qu'il n'aurait jamais organisé le voyage s'il avait su ce que le dossier montrait réellement. Il parlait encore quand j'ai tendu la main à côté de moi, pris la copie imprimée de sa lettre de référence de caractère et l'ai posée sur la balustrade du perron entre nous. Il s'est arrêté en plein milieu d'une phrase. Géraldine s'est avancée. Raymond, qu'est-ce que c'est? Sa main est allée vers la balustrade. Ses doigts se sont refermés sur le bord. La couleur a quitté son visage. Pas un drainage soudain. Juste une pâleur se répandant sur ses joues. La façon dont la lumière s'estompe d'une pièce quand le soleil se déplace. Géraldine s'est avancée et a lu l'en-tête. Elle a levé les yeux vers Raymond. Qu'est-ce que c'est? Raymond a dit, ce n'est rien, Géraldine. Ce n'est pas rien. J'ai dit, c'est une copie de la référence de caractère que vous avez soumise à la division des licences de la garde côtière le 14 janvier. J'ai dit, c'est un registre réglementaire public. Votre nom et votre signature sont en bas. La date est 14 jours après que la division des licences vous a envoyé un avis écrit indiquant que l'examen de Stanislas était actif et que sa suspension se poursuivrait sans une soumission de votre part. J'ai laissé cela reposer un instant. Ils vous l'ont dit par écrit. Vous avez quand même soumis. Raymond a ouvert la bouche. Dorian, j'ai écrit cette lettre parce que Félix me l'a demandé. C'est tout. Je n'ai pas compris ce que l'examen signifiait. Je ne suis pas un expert en réglementation. Je ne savais pas que cette lettre changerait quoi que ce soit. Vous avez reçu l'avis par écrit. J'ai dit, ils vous ont dit exactement ce que la lettre ferait. J'ai fait confiance au jugement de Félix. Sa voix retrouvait de l'assurance maintenant, cherchant la version de cela qui le montrait encore comme un homme raisonnable qui avait fait une honnête erreur. Il a dit que ce n'était rien. Il a dit que Stanislas était un bon opérateur et que la citation était un mauvais jour. Ce n'est pas moi qui aurais dû mieux savoir. Je ne suis pas un enquêteur maritime. Non, ai-je dit, je le suis et je vous dis ce que le dossier dit. J'ai posé l'enregistrement de la SARL à côté de la lettre. HB Dupont Watercraft. Félix détient 60%. Stanislas détient 40%. Le contrat de la Marina paie 340 000 € par an et exige un opérateur agréé au dossier d'exploitation de la société. Sans cette licence, le contrat ne peut pas être exécuté. J'ai posé la chaîne de mai dessus. Et Félix a géré la coordination de l'anniversaire par votre intermédiaire. Ce sont ces mots écrits. Le 9 mai. Papa gère la coordination Cédric. J'ai regardé mon père directement. Vous l'avez organisé. Vous saviez à quoi ressemblait le dossier réglementaire de Stanislas. Vous l'avez maintenu sous licence. Et puis vous avez programmé la sortie de votre petit-fils sur son bateau.
Raymond a secoué la tête. C'était un petit mouvement, à peine perceptible. Tu as décidé de ce que tu penses de moi. Vous avez signé votre nom sur un document dans le registre fédéral. J'ai dit, je n'ai rien inventé. J'ai lu ce que vous avez écrit. Géraldine a fait un bruit pour lequel je n'ai pas de mots. Raymond a reculé d'un pas. Son pied n'a pas tout à fait trouvé la marche en dessous et il s'est rattrapé à la balustrade. Sa mâchoire travaillait. Ses phalanges étaient blanches contre le bois. C'est alors qu'une berline bleu foncé s'est arrêtée au trottoir directement derrière leur voiture. Ingrid est sortie, un porte-document en cuir sous le bras. Le nom du cabinet était imprimé sur le panneau de la portière conducteur en lettres capitales nettes. Elle a monté le chemin d'accès à la cadence mesurée et tranquille d'une professionnelle qui a livré des documents difficiles de nombreuses fois et comprend que la cadence est une forme de message en soi. Elle s'est arrêtée au pied des marches. Monsieur Dubois. Elle a regardé mon père. Je suis Ingrid Soulier. Je représente Dorian Ashby. J'ai déposé une plainte civile pour négligence contre Stanislas Dupont devant le tribunal civil du comté et j'ai soumis une plainte officielle à la division des licences de la garde côtière faisant référence à l'historique des citations antérieures, au lien avec la SARL Ashby Dupont et à la soumission de la référence de caractère. Elle a tendu un document. Ceci est une copie de courtoisie de la plainte de licence. Votre nom apparaît dans la section 4 en tant que fournisseur de référence de caractère. Mon père a regardé le document. Il ne l'a pas pris. Raymond a dit doucement, ce n'est pas ce que je voulais. Je sais, ai-je dit. C'est ce que vous avez choisi. Ingrid l'a posé sur la balustrade à côté des autres et a reculé. De l'autre côté de la rue, Béatrice Aubert avait arrêté d'arroser son jardin. Elle se tenait au bord de son allée avec le tuyau toujours en marche, l'eau se répandant sur le trottoir en un lantarque sombre, regardant le perron. Elle était restée 11 jours dans ma maison et n'avait pas dit un mot sur ce qu'elle attendait en retour. Elle avait gagné le droit de voir cela. Je me suis levé. Vous m'avez dit sur ce perron il y a 7 jours que j'avais passé 20 ans à chasser les accidents des autres sur papier. J'ai dit, ma voix ne s'est pas élevée. Vous avez passé 20 ans à chasser les accidents sur papier, Dorian. Vous n'avez même pas pu garder votre propre fils hors d'un bateau. N'osez pas nous reprocher ça. J'ai répété ces mots exacts au même volume qu'il avait utilisé devant Ingrid et Géraldine et une voisine de l'autre côté de la rue avec un tuyau toujours en marche. Je me souviens de chaque mot. La bouche de Raymond s'est ouverte. L'homme qui traque la paperasse a trouvé votre signature dans une base de données réglementaire fédérale. J'ai dit, l'homme qui traque la paperasse a trouvé la SARL, a trouvé le contrat, a trouvé l'email, et a construit un dossier complet et sourcé qui est actuellement déposé dans 2 juridictions distinctes. Je l'ai regardé sans bouger vers lui. Chaque pièce de cela provient de registres publics auxquels je suis professionnellement autorisé à accéder. Chaque pièce est documentée, recoupée et entre les mains d'Ingrid. Vous n'aviez qu'un seul travail dans cette histoire, papa. Vous avez signé une lettre et je l'ai trouvée. Ma mère a commencé à pleurer. Elle a tendu la main vers le bras de mon père. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer, ai-je dit, en m'adressant à eux deux. Félix a été signifié à son magasin ce matin par un huissier de justice. La plainte civile nomme Stanislas comme défendeur principal et la SARL comme codéfendeur. Son avocat le conseillera sur la chronologie, c'est entre Félix et son conseil. J'ai marqué une pause. Entre vous et moi, l'arrangement prend fin aujourd'hui. Le paiement trimestriel de 1 800 € que je déposais sur votre compte ménage depuis 4 ans est supprimé à compter de ce matin. Le copaiement que je faisais sur l'assurance automobile de papa depuis l'augmentation de sa prime il y a 3 ans prend fin ce cycle de facturation. Le compte de livraison d'épicerie que j'ai mis en place en votre nom l'année dernière est annulé lundi. S'il y a une urgence médicale, appelez le 15. Si vous avez besoin de conseils juridiques, engagez un avocat. N'appelez pas cette maison. J'ai pris la lettre de référence de caractère sur la balustrade. Vous avez remis sa signature sur l'eau. Papa, cette lettre est datée du 14 janvier. Cédric est sorti le 9 mai. Vous saviez. J'ai reposé la lettre. 23 mots. Je les avais écrits dans la marge de mon bloc-notes la veille parce que je savais que je les dirais une fois et je voulais les dire correctement. La bouche de Raymond s'est ouverte. Rien n'en est sorti cette fois non plus. Vous devriez partir, ai-je dit. Tous les deux.
Ma mère s'est tournée vers moi. Sa voix n'était presque plus une voix. Dorian, s'il te plaît. Nous l'avons perdu aussi. Cédric était notre petit-fils. Je sais. Pas de chaleur, pas de cruauté, juste le fait simple. Et c'est moi qui ai découvert pourquoi. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Par la fenêtre avant, j'ai regardé Ingrid dire quelques mots professionnels à mon père, lui donner une carte de visite et retourner à sa voiture. Mes parents sont restés sur le chemin d'accès pendant 1 minute et demie sans bouger ni se parler. Mon père n'a plus regardé la maison. Ils sont allés à leur voiture et sont partis. Géraldine a essayé une fois de plus, comme le font toujours les gens sans plus aucun levier. 3 semaines après la confrontation, elle a appelé Léna un mardi soir. Elle a dit qu'elle voulait que Dorian comprenne que Raymond avait des difficultés. Elle a dit que la famille devait rester unie. Elle a demandé à Léna de l'aider. Elle est restée au téléphone pendant près de 7 minutes. Léna a tout écouté. Puis elle a dit, « Géraldine, j'ai lu la lettre. J'ai lu la chaîne de mai. Je n'ai rien à vous offrir. » Elle a raccroché et est venue me trouver dans le bureau. Elle tenait la carte de sécurité plastifiée. Je ne savais pas qu'elle savait où je la gardais. Elle l'a tenue entre nous. Il aurait trouvé ça hilarant, a-t-elle dit, lire une carte de sécurité de bateau comme une hôtesse de l'air. Il était drôle avec des choses comme ça. Oui, elle l'a reposée sur le bureau et l'a regardé un instant. Il l'était vraiment. J'ai failli dire quelque chose de plus. Je ne l'ai pas fait. Certaines choses n'ont pas besoin d'une phrase pour être complètes. Les conséquences arrivent comme elles arrivent réellement dans les affaires réglementaires et civiles, en séquence avec une patience institutionnelle, pas en un seul après-midi dramatique. La division des licences de la garde côtière a ouvert une enquête officielle sur la licence d'opérateur de Stanislas Dupont. Le dépôt a cité la citation antérieure, l'irrégularité de la référence de caractère et son historique d'exploitation commerciale sous la SARL. Sa licence a été suspendue en attendant l'enquête. Sans un opérateur agréé au dossier d'exploitation de la SARL, HB Dupont Watercraft ne pouvait pas remplir ses obligations en vertu du contrat de la Marina. La chaîne de Marina a invoqué la clause de conformité opérationnelle et a annulé l'accord. Félix a perdu 340 000 € de revenus annuels. Sa part annuelle de 204 000 € de ce contrat a disparu. La SARL est devenue effectivement inactive. La plainte civile pour négligence d'Ingrid contre Stanislas Dupont est entrée dans le calendrier des procédures standards. Ces choses ne se résolvent pas en une seule audience ou en un seul mois. Elles avancent, elles s'éternisent, elles produisent des dossiers qui n'expirent pas. J'ai vu suffisamment de cas pour comprendre que le dossier est souvent plus durable que le verdict. Le nom de mon père est apparu dans la plainte de la garde côtière en tant que fournisseur de références de caractère, un contact mutuel qui suit les dépôts réglementaires fondés sur le registre public et a informé le conseil diaconal de l'église de mes parents. Mon père a été invité à se retirer volontairement de son rôle au conseil tant que l'affaire n'était pas résolue. Il l'a fait. Environ 3 semaines après la confrontation, Raymond s'est assis à la table de la cuisine de la maison où j'ai grandi et a essayé de m'écrire une lettre. Géraldine me l'a décrit lors d'un appel que je n'ai pas immédiatement terminé. Il a écrit une première ligne, a quitté la table, est revenu 1 heure plus tard, a écrit une autre première ligne, l'a barré. Il a fait cela pendant 2 soirées. La lettre avait 4 lignes d'ouverture différentes. Chacune barrée d'un seul trait de stylo horizontal. Il ne l'a pas fini. Félix a essayé de m'appeler 2 fois dans les semaines suivant la confrontation. Je n'ai répondu aucune des 2 fois. Il a laissé un message vocal de 90 secondes dans lequel il a prononcé le mot « injuste » 4 fois et le mot « désolé » 1 fois tout à la fin comme une étiquette de prix que quelqu'un aurait collé à la dernière minute. Je l'ai écouté 1 fois, l'ai supprimé et n'ai pas enregistré le numéro. J'ai parfois pensé à ce que mon père essayait d'écrire. Peut-être rien qui ne changerait la date de la référence de caractère. Peut-être rien qui ne rendrait à Cédric 4 minutes dans cette eau. Peut-être quelque chose qui permettrait à Raymond de se sentir moins la personne que le dépôt de la garde côtière décrit. Je ne sais pas quelle est la vraie raison pour laquelle il continue de s'acharner. Je suppose qu'il ne le sait pas non plus. La lettre ne peut être terminée car la seule version qui vaille d'être écrite devrait commencer par la vérité et la vérité est déjà documentée, classée et jointe à 2 procédures réglementaires et civiles distinctes. Elle n'a pas besoin de sa reconnaissance pour être réelle. Elle n'en a jamais eu besoin.
La paperasse n'attend pas la lettre d'excuse. Elle était terminée avant qu'il ne s'assoie pour écrire. C'est jeudi soir maintenant. Pénélope dort au bout du couloir. Milo a laissé un dessin sur mon bureau avant le dîner. Un bateau avec un grand soleil rond au-dessus. 2 bonhommes allumettes sur le quai, un plus grand et un plus petit. Le plus grand est étiqueté Cédric en lettres capitales qui penchent légèrement vers la droite. Le plus petit personnage n'est pas étiqueté. Je pense que c'est peut-être Milo. C'est peut-être moi. Il l'a laissé là sans explication et est allé regarder la télévision. Et cet acte est sa propre phrase complète. Le dossier complet est sur le côté gauche de mon bureau. Fermé maintenant. Chronologique, sourcé. Recoupé. Le registre des citations d'abord, puis la lettre de référence de caractère avec la signature de Raymond. Puis l'enregistrement de la SARL avec le calendrier du contrat de 340 000 €. Puis la chaîne de mai. Puis le dépôt de plainte d'Ingrid. Chaque section est onglet et numéroté. Tout est à sa place. La carte de sécurité plastifiée est sur le dossier fermé. Toujours pliée en 4. Exactement comme elle est sortie du sac en plastique. Exactement comme Cédric l'avait pliée ce matin-là avant de quitter la maison quand tout n'était encore qu'une blague qu'il allait me raconter plus tard. Je la prends. Je la tiens comme on tient les choses dont la fonction originale n'existe plus. Les choses dont le seul travail restant est de vous dire pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait et de confirmer que cela en valait la peine. Il avait 16 ans et il allait la lire sur l'eau et la rendre drôle. Il allait obtenir son permis en octobre. Il avait 47 € d'économiser pour une paire d'écouteurs. Il avait toutes les raisons d'être là le lendemain matin et aucune des raisons qui l'ont mis sur ce bateau. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau. J'ai mis la carte à l'intérieur. J'ai fermé le tiroir. J'ai éteint la lampe de bureau. De l'autre côté du couloir, à travers la porte de Pénélope, je peux entendre sa respiration. Régulière et tranquille. Le son de quelqu'un qui ne porte rien ce soir. La lumière de Milo est déjà éteinte. Au bout du couloir, une ligne chaude apparaît sous la porte de Léna. Je reste dans le noir pendant 1 minute. La lettre de mon père a 4 lignes inachevées. La mienne n'en a aucune. Tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit sur un perron un dimanche midi, les documents étalés sur la balustrade et une voisine de l'autre côté de la rue avec un tuyau toujours en marche et de l'eau se répandant lentement sur le trottoir. Certains hommes trouvent la justice dans les tribunaux. Certains la trouvent dans les confrontations. J'ai trouvé la mienne au même endroit où je trouve tout. Dans le document daté, dans la signature qu'un homme appose sur un morceau de papier lorsqu'il croit que les conséquences appartiendront à quelqu'un d'autre. Dans le dossier qui ne se soucie pas de ce que vous vouliez dire et n'oublie pas ce que vous avez signé. J'ai ouvert le dossier. J'ai monté le dossier. Je l'ai remis aux personnes dont le travail est d'agir en conséquence. Le tiroir est fermé. La lumière est éteinte. Au bout du couloir, Pénélope respire. Je vais me coucher.